Elisabeth Noir, bonjour. Bonjour. Tu es une personnalité très connue en Nouvelle-Calédonie, très appréciée. J'aimerais qu'aujourd'hui on apprenne à connaître aussi l'histoire qui se cache derrière Elisabeth Noir. Est-ce que tu peux nous représenter ton parcours, d'où tu viens et comment tu es arrivé, Et comment je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie? quand- comment tu es arrivé en Nouvelle-Calédonie et puis la suite. Moi je suis né en métropole, je suis né à Lille, par les hasards des mutations, puisque mon père était militaire. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence, où j'ai fait l'IEP d'Aix-en-Provence, Sciences Po, avant de faire un DEA en histoire des idées politiques, pour montrer que c'est toujours des domaines qui m'ont intéressé très profondément. Je ne savais pas quoi faire avec ces diplômes, et donc à 21 ans, je suis allé faire une école de journalisme à Paris, qui était une école pratique. Et à l'issue de cette école, on nous promettait de nous trouver, sinon un job, au moins un stage. Et moi, mon rêve, c'était de faire du journalisme de presse écrite, du news magazine, en fait. Et à mon grand désappointement, on m'a proposé un stage dans une radio, en l'occurrence Radio Alouette en Vendée, qui était la radio qui avait été créée par Philippe de Villiers dans les années 80. Et donc, j'ai commencé la radio comme ça. Et en fait, ça m'a plu beaucoup. Et j'ai appris le métier comme ça. Enfin, j'ai passé 2 ans à Alouette, en Vendée. À ce moment-là, j'ai croisé quelqu'un qui s'appelle Christian Prost, qui est venu prendre la direction de la radio pendant quelques mois. On a sympathisé, on est devenus amis. Et quand les événements ont éclaté en Nouvelle-Calédonie en novembre 84, lui, il a été appelé à venir en Calédonie pour s'occuper notamment de sécurité et de communication. Et donc en janvier 85, moi j'étais toujours en Vendée. Ça faisait 2 ans que j'y étais, je commençais à avoir envie de faire autre chose. Ouais. Et il m'a proposé, il m'a dit je monte une radio en Nouvelle-Calédonie pour le maintien de la Calédonie dans la France. J'ai besoin de journalistes, j'ai pensé à toi. Tu as 24 heures pour me donner ta réponse. Et je lui ai dit c'est pas la peine, je te dis oui tout de suite. Voilà. Et 15 jours après, donc, je débarquais en Nouvelle-Calédonie. Tu connaissais pas la Nouvelle-Calédonie avant? Je connaissais pas du tout la Nouvelle-Calédonie. À ma grande honte, je connaissais comme un nom, je savais que la Calédonie, que la France avait des territoires d'outre-mer dans le Pacifique. À la limite, je connaissais plus la Polynésie, comme beaucoup de gens, que la Nouvelle-Calédonie. Je me suis précipité sur un atlas pour avoir plus d'infos quand même avant d'arriver. Je suivais depuis le mois de novembre quand même ce qui se passait en Calédonie, parce que ça m'a tout de suite sensibilisé de voir ce combat pour ou contre l'indépendance, de voir à la télé. On parlait pas mal de la Calédonie en novembre, décembre, janvier, à ce moment-là, parce que c'était quand même très chaud. Il y avait le boycott des élections territoriales le 18 novembre, et puis tout ce qui avait suivi, la neutralisation de Machoro en janvier, la mort avant du petit Fall. Donc on parlait beaucoup de ça en métropole. Et moi, ça m'avait tout de suite sensibilisé, quoi, de voir je me rappelle d'images avec un grand ciel bleu et des gens qui défilaient avec des drapeaux français. Je me dis, au bout du monde, ils veulent rester français, faut les aider, quoi. Voilà, donc c'est ce qui m'a motivé à venir ici. Je l'ai jamais regretté. Ouais. Et puis là, ça a été tout de suite monter une radio dans l'improvisation, dans un territoire qui était quand même en guerre. On dit les événements, c'était une espèce de guerre civile larvée. Avec une tension quand même partout, pas seulement. Nouméa était un peu épargné, mais c'était tendu parce qu'on ne pouvait pratiquement pas sortir de Nouméa. Et sur le reste du territoire, il y avait des incidents partout et tous les jours. Des incidents, ce qu'on appelle aujourd'hui plus exactions. Voilà. Et donc, dans ce contexte, en ne connaissant rien à la Nouvelle-Calédonie, il a fallu monter en urgence une radio qui n'avait pas d'autorisation. Donc, on a racheté une radio qui existait déjà avant, on en a repris le nom, elle s'appelait RRB, Radio Riposte Bis. On l'a rebaptisée Radio Rythme Bleu. Et on a commencé, on était 2 journalistes au début, puis 3 et 4, quelques personnes. On devait être 6 ou 8 quand on a lancé la radio, quoi. Ouais. Dans les hauteurs du Haut-Magenta, où on était dans une petite maison, Petite maison. on a improvisé des studios. Voilà, c'était un peu, enfin, c'était beaucoup dans l'improvisation, avec une volonté de faire une radio qui donne une voix aux Calédoniens qui voulaient que la Calédonie reste dans la France. Le contexte de l'époque, le contexte médiatique, c'était une seule chaîne de télévision, une seule radio publique et un seul quotidien. Donc RRB venait un peu troubler le paysage et introduire de la concurrence. Mais il y avait un besoin ici, les gens ont été vraiment, vraiment, vraiment soulagés, je crois, d'avoir une radio qui leur donnait
qui leur donnait la parole, sur laquelle ils pouvaient s'exprimer, sur laquelle ils entendaient des choses qu'ils avaient envie d'entendre, où on avait l'impression qu'on les comprenait et qu'on les défendait. Ouais. Ça diffusait déjà sur tout le territoire? Ah non, non, bah déjà, techniquement c'était compliqué, et puis dans le territoire, dans l'état où il était à l'époque, c'était encore pire. Donc on ne diffusait que sur Nouméa. On avait un émetteur, un seul émetteur, qui était à l'époque, c'est pour ça qu'on s'était installé dans le haut Magenta, parce que c'était l'un des points hauts de Nouméa. Donc on avait un seul émetteur et on émettait nous-mêmes. Et donc on diffusait en fait sur le grand Nouméa. Et on avait installé un système qui aujourd'hui paraît complètement surréaliste, qu'on appelait, c'était un répondeur en fait. Donc c'était un répondeur téléphonique avec cassette. Et donc les gens de Brousse pouvaient appeler et on leur enregistrait tous les jours un petit résumé de nos journaux d'information pour qu'au téléphone, ils puissent avoir quand même un résumé de ce qui se passait, quoi. Donc c'était D'accord. vraiment une autre époque en fait. Complètement, oui. Et est-ce que tu te souviens le début, le premier jour où tu as pris la radio, ton premier jour à l'antenne? Alors c'était encore une fois très artisanal, puisqu'on Ouais. avait transformé une maison en studio info, ce qui est, enfin en radio, ce qui n'est pas évident. Donc dans une grande pièce où il y avait des disques, enfin c'est la discothèque, on avait tendu un rideau et derrière il y avait une table et des chaises, quoi. C'était vraiment tout simple. Il y avait quand même une vitre qui séparait la régie du studio info. Et quand on commençait le journal, on disait à tout le monde, enfin il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, on était 8 ou 10, quoi. Taisez-vous! Et puis on commençait, on lançait le journal. Et alors le premier journal, c'était le 3 mars 85, à 6h30 forcément, pour les matinales. C'était le jour de la rentrée scolaire en Calédonie. Rentrée scolaire très tendue, évidemment, dans le climat de l'époque. Et on a reçu le ministre, on les appelait des ministres, hein, à l'époque, les membres du gouvernement de Dick Ukawé. Et on a reçu Dolin Wema, qui était le ministre de l'Éducation. Et donc c'était mon premier invité ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis ben voilà, on a lancé un petit journal. Alors on faisait nos journaux comme on avait appris à les faire en métropole, quoi. Ce qui n'existait pas encore en Calédonie, là aussi, ça paraît surréaliste. Il y avait une boucle info, il y avait des virgules, il y avait des inserts téléphoniques, il y avait qu'on a un peu amené en Nouvelle-Calédonie, parce qu'à l'époque, la radio, c'était, on lisait des textes en gros, et on a un peu modernisé le concept. Ouais, d'accord. Et bon, on était quand même dans une période, comme tu le disais, hein, de guerre civile larvée. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été, par exemple, menacé pour cette radio-là? Oui, bah, pendant longtemps, la radio était protégée. Euh, Il y avait, pas par la force publique, mais par des gens qui voulaient nous protéger, parce qu'ils savaient qu'on était quand même un peu menacés, puisqu'on était la seule voix de l'accueil dans la France à l'époque. Donc il y avait des gens armés à droite à gauche, mais c'était la Calédonie de l'époque aussi, hein. Les gens avaient peur partout, les gens étaient, voilà. Donc la radio était protégée. Sur le terrain, au début, disons que c'était un peu compliqué. Au tout début, ils ne nous connaissaient pas. Donc, ils disaient, qui sont ces gens qui débarquent et qui, voilà. Après, dès qu'on s'est fait un peu connaître, bah, c'est sûr qu'il y a eu quelques petits moments de tension. Que vous dire, moi, l'un de mes premiers grands souvenirs, c'est, donc on commence en mars, c'est le 8 mai 85. Où là, ce jour-là, le 8 mai, le haut-commissaire à l'époque s'appelait Edgar Pisani, vous avez dû entendre parler. Quelqu'un que beaucoup de Calédoniens détestaient, puisqu'il avait voulu proposer un statut d'indépendance d'association à la Nouvelle-Calédonie. Et donc le haut-commissaire interdit les manifestations le 8 mai, en se disant s'ils s'y mettent tous, ça va être l'horreur. Et puis il se trouve que les indépendantistes, le FLNKS, fait une manifestation place des Cocotiers. À l'époque, c'était pour demander l'arrêt des essais nucléaires, je crois, et puis bon, l'indépendance. Voilà. Et donc Jacques Lafleur, qui apprend ça, lance un appel à la radio en disant non, ils n'ont pas le droit de manifester. Donc eh ben moi, je dis aux gens de venir manifester aussi, puisque les indépendantistes manifestent. Et c'est là où j'ai vu le poids de la radio. Déjà à l'époque, elle avait 2 mois d'existence. C'est qu'en quelques instants, il y a 10 000 personnes qui sont arrivées place des Cocotiers, Oui. qui étaient des partisans du maintien de la France. Et puis il y avait les indépendantistes qui étaient sur la place des Cocotiers, les gendarmes, enfin les policiers qui ont commencé à s'affoler. Tout ça s'est terminé en journée d'émeute, en fait, où les policiers ont voulu dégager les indépendantistes qui n'avaient pas le droit de manifester. Alors les indépendantistes sont partis vers Montravel. Il y avait les forces de l'ordre en interposition, et derrière, il y avait les partisans de la France qui suivaient tout le monde. Ça s'est terminé à Montravel. Et avec le recul, j'y pense souvent. J'ai fait la place des Cocotiers jusqu'à Montravel avec un Agra qui pesait 8-9 kilos.
en courant derrière tout ce monde-là, et ça a été mon baptême du feu des grenades lacrymogènes en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, c'était une journée intense. Et le haut-commissaire nous en a beaucoup voulu, a condamné une radio qui avait semé le trouble en Nouvelle-Calédonie et provoqué des émeutes pratiquement, quoi. Ça a été un peu le déclic où tout le monde s'est mis à parler de nous. Enfin, je veux dire, là, on a vu qu'on avait un impact, qu'on avait un poids, et voilà, ça a été un peu le début. Alors après, avec les indépendantistes, ça a toujours été ambivalent. On faisait notre boulot. Ils nous en voulaient pas forcément. Individuellement, on arrivait à avoir quand même à se parler, mais enfin, on n'était pas les bienvenus, quoi. On n'était pas invités à leur conférence de presse, où on s'imposait et on se faisait virer, Oui. où on n'y allait pas parce qu'on ne pouvait pas y aller. Notre but, c'était vraiment à la fois de faire parler les partisans de la France pour montrer qu'ils pouvaient s'exprimer, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, pendant plusieurs mois. Et puis, c'était de relater, d'informer les gens de tout ce qui se passait sur le terrain. Alors tout ça, c'est une époque avant Internet, avant les réseaux, avant les chaînes d'information continue. Donc, il y avait vraiment un besoin d'information. Et donc, la première mission, à la limite, de la radio, c'était de leur dire, voilà, il y a une ferme qui s'est fait caillasser, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer là, il y a eu des incidents là-bas. Enfin, et les gens avaient besoin de savoir un peu ce qui se passait et de savoir qu'on les défendait en racontant ça, ça les rassurait, ça les confortait, quoi.